La vengeance de l'Égypte, elle a bombardé ce matin des positions du groupe État islamique en Libye. Une réponse à la décapitation de 21 chrétiens coptes. Assiste-t-on à un nouveau conflit? James André nous répondra. L'itinéraire d'Omar El-Hussein, le jeune homme de 22 ans est l'auteur présumé des attaques de Copenhague. 2 hommes ont été interpellés ce lundi, ils sont inculpés de complicité. Et puis la déclaration d'amour de Manuel Valls aux Juifs de France. Vous avez votre place en France, a dit le Premier ministre. Réaction après la profanation d'une centaine de tombes juives en Alsace. 5 mineurs ont été mis en garde à vue. L'Égypte lance donc un appel au monde. Le pays demande une intervention en Libye où se développe le groupe État islamique. Le Caire a lancé les hostilités. L'Égypte entend venger la mémoire de 21 chrétiens coptes décapités le week-end dernier. Antoine Mariotti. Le Caire n'aura attendu que quelques heures avant de réagir. Ces avions de combats égyptiens se sont envolés la nuit dernière, direction la Libye. Ils y ont frappé plusieurs cibles de l'organisation de l'État islamique. La branche locale de ce groupe djihadiste venait de diffuser une vidéo dans laquelle elle montrait l'assassinat d'otages égyptiens. Ces chrétiens coptes étaient détenus depuis le mois de janvier. Dès dimanche soir, Abdel Fattah al-Sisi avait convoqué en urgence un conseil de défense nationale. Le président égyptien ne cachait pas sa volonté de riposter fermement. Nous confirmons que les frappes visaient à venger le bain de sang et à rendre la monnaie de leurs pièces aux assassins criminels. Faisons savoir à ceux qui sont loin, comme à ceux qui sont près, que les Égyptiens ont un bouclier qui les protège et un sabre qui coupe le terrorisme et l'extrémisme. L'armée libyenne affirme avoir également mené des raids aériens à Sirte, Benjawad et Derna, l'un des fiefs des islamistes. Près de 4 ans après l'intervention internationale en Libye, l'Italie plaide, elle, pour une nouvelle action et se dit prête à mener une coalition de plusieurs pays. Bonjour James André, vous nous avez rejoint. Bonjour. Après l'Irak, la Syrie, la Libye est-elle la nouvelle terre de conquête du groupe État islamique? Écoutez, très clairement, oui, effectivement, c'est ce qu'on a vu avec cette vidéo qui est apparue, qui est au-delà de ce qu'on a pu voir ailleurs, notamment en Algérie, où on avait des vidéos, on va dire, beaucoup plus amateurs, filmées avec des téléphones portables de mauvaise qualité, qui ne ressemblaient pas forcément à ce qui est tourné en Syrie et en Irak aujourd'hui. Là, tous les codes de l'État islamique sont respectés. Les fameux uniformes orange, la manière vraiment médiévale et extrêmement violente d'assassiner ces 21 coptes, et puis l'utilisation d'images aériennes, d'angles de caméra multiples, l'habillage, les logos. Très clairement, on est face à un groupe qui se veut le plus proche possible de l'organisation de l'État islamique telle qu'elle opère aujourd'hui en Syrie et en Irak. Après, quel est le degré de communication entre l'organisation de l'État islamique en Syrie et en Irak et ce groupe en Libye? Ce n'est pas évident. S'agit-il d'un grand ou d'un petit groupe? C'est difficile à dire. Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, ils disent contrôler Darna. On sait également qu'il y a 2 autres groupes de combattants qui se trouvent dans les 2 autres provinces libyennes. Donc, s'il y a les 3 grandes provinces libyennes, eh bien, ils sont présents dans les 3. Et voilà, le message est très clair. C'est que, en tout cas, l'organisation de l'État islamique veut qu'on considère qu'ils se sont étendus vers la Libye. La Libye, qui, il faut le rappeler, se trouve est beaucoup plus proche effectivement de l'Europe, comme le dit d'ailleurs le speaker dans cette vidéo. Il dit voilà, nous sommes maintenant au sud de Rome, et il faut rappeler également que les services de renseignement américains ont abattu avec un drone un chef taliban qui lui-même était en phase de recrutement pour l'État islamique en Afghanistan. Donc le sentiment qu'ils sont en train de s'étendre et qu'il y a une vraie dynamique en cours, en tout cas, que l'organisation de l'État islamique séduit de plus en plus. Voilà, la menace se rapproche de l'Europe. L'Égypte demande au reste du monde d'intervenir en Libye. Est-ce que cet appel sera entendu ? Alors pour l'instant, c'est difficile à dire. Ce qu'il y a de certain, c'est que l'Égypte est dans une position extrêmement difficile, puisqu'elle est prise en étau entre la Libye, dont on voit maintenant que l'État islamique y opère, et puis le Sinaï, où il y a eu plusieurs problèmes ces derniers mois, des groupes qui se disent affiliés à l'État islamique, qui disent même que désormais le Sinaï est une province de l'État islamique, de leur État islamique. Il y a eu des attaques très coordonnées, très efficaces, notamment le 28 janvier, où il y avait eu 24 militaires morts, 6 policiers, 14 civils, dans une attaque coordonnée de grande ampleur dans le Sinaï. Donc l'Égypte, elle a un énorme problème, et effectivement, elle appelle aujourd'hui à ce qu'il y ait un renforcement de cette lutte et qu'un élargissement et qu'on vienne frapper également en Libye. Alors,
Est-ce que ça va fonctionner? C'est pas évident. Barack Obama cherche actuellement à convaincre le Congrès de lui donner plus de pouvoir pour lutter contre l'État islamique, mais ce n'est pas gagné. Il y a vraiment des voix dissonantes au niveau du Congrès, notamment beaucoup de sénateurs démocrates qui disent ben voilà, est-ce qu'on va encore faire un chèque en blanc à l'administration américaine pour déclencher une nouvelle guerre dont on ne sait pas comment elle va se terminer? Est-ce qu'on va avoir un scénario comme ce qui s'est passé dans la lutte contre Al-Qaïda? Donc il va falloir voir comment réagit le gouvernement américain, et puis ensuite, eh bien, comment réagit l'ONU également. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a un vrai problème qu'il va falloir régler. Merci beaucoup, James André. L'Égypte qui reçoit cet après-midi le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, qui s'est entretenu avec le président Abdel Fattah al-Sisi. Les deux hommes doivent signer un contrat stratégique, la vente de 24 Rafales. Ce serait donc une première pour Paris, montant de la transaction 5 milliards d'euros. On en vient aux attentats ce week-end au Danemark, une double fusillade, 2 morts et un coupable présumé, Omar al-Hussein. Il avait 22 ans, l'homme n'aurait pas agi seul, 2 complices présumés ont été arrêtés. Axel Simon. L'enquête se poursuit et se concrétise. 2 hommes ont été inculpés pour complicité. Ils avaient été arrêtés dimanche. L'avocat de l'un d'entre eux confirme les charges. Ils sont accusés d'avoir aidé l'auteur des 2 meurtres et des 5 tentatives de meurtre. Et ils sont accusés de s'être débarrassés de l'une des armes à feu et de l'avoir cachée après les attaques. Ils nient cela en bloc. Le suspect principal, lui, a été abattu dimanche matin par des policiers sur lesquels il avait ouvert le feu dans le quartier de Nørrebro. À ce stade de l'enquête, la police reste prudente. Selon elle, c'est un homme de 22 ans né au Danemark et fiché pour acte de délinquance. Elle n'a pas confirmé officiellement son identité, ni son profil et ses motivations. Les médias danois, eux, l'ont identifié comme étant un certain Omar el-Hussein. Dans les rues de Copenhague, les escadrons des forces de police continuent de quadriller les quartiers de la capitale, toujours à la recherche de nouveaux éléments et d'autres complices. Ils ont réalisé un raid dans un cybercafé du quartier de Nørrebro, non loin de l'endroit où a été abattu dimanche matin l'auteur présumé des 2 attaques. Ouais, des attaques qui laissent les Danois stupéfaits. Les hommages aux victimes se sont multipliés ces dernières heures. Hommage aussi, plus étrange, à Omar el-Hussein. Des dizaines de bouquets de fleurs ont été déposés là où le jeune homme a été abattu par la police. Certains habitants n'en croient pas leurs yeux. Sur ce trottoir, où Omar el-Hussein a été abattu par la police, des fleurs et des bougies. Un hommage aux terroristes présumés qui vivaient dans ce quartier populaire de Copenhague. Je ne m'attendais pas à voir ça ici. J'imagine que les fleurs sont de la part des gens qui soutiennent ce qu'il a fait. C'est choquant d'en voir autant. C'est un terroriste. À la synagogue, il y a des fleurs pour les victimes. Mais ici, c'est pas possible. C'est un terroriste. Beaucoup s'indignent, mais d'autres, très nombreux, refusent de s'exprimer. Le gérant de cette supérette connaissait bien Omar el-Hussein. Il ne souhaite pas nous répondre. Nous tournons donc en caméra cachée. Et voici son opinion sur l'origine des fleurs. Il a des amis qui sont tristes pour lui. Pas pour ce qu'il a fait, ça c'est autre chose. Je le voyais quand il vivait ici. Je le croisais dans la rue. Il était normal, très bon à l'école. Ensuite, il a été en prison et il est ressorti transformé, comme si c'était une autre personne. Ce jeune homme voyait souvent Omar el-Hussein. Il le décrit comme très pratiquant. Il habitait ici, près de chez moi. Je le voyais presque tous les jours. C'était un garçon calme, qui n'avait pas de problème avec les gens. Mais il défendait sa religion quand les gens la critiquaient. Certains médias danois indiquent qu'Omar el-Hussein faisait partie d'un gang du quartier, responsable de nombreux délits. Une information pour l'instant non confirmée. Et 2 jours après les attaques, la première ministre danoise s'est exprimée. On écoute un extrait de son allocution. La nation danoise est forte et nous n'accepterons pas les tentatives visant à menacer et intimider nos libertés et nos droits. La liberté d'expression et la liberté de réunion sont des droits et des valeurs que nous considérons au Danemark comme fondamentales et c'est irréversible.
Et je serai très claire là-dessus, l'attaque sur la communauté juive est une attaque sur le Danemark dans sa totalité. Et Manuel Valls s'est aussi adressé aux Juifs de France après la profanation ce week-end d'un cimetière en Alsace, à Sarre-Union. Le procureur de Saverne vient de réagir et il annonce la garde à vue de 5 mineurs âgés de 15 ans et demi à 17 ans sans antécédent judiciaire. L'un d'eux s'est dénoncé aux gendarmes. La ville de Sarre-Union qui pourrait recevoir demain la visite de François Hollande. Le président appelle à un sursaut national. On l'écoute. La République aime tous ses enfants et ne laissera personne mettre la division, mettre le doute dans ce que peut être la République. Et je serai extrêmement ferme là-dessus. Et je ne laisserai pas non plus des paroles prononcées en Israël qui laisseraient penser que les Juifs n'auraient plus leur place en Europe et en France en particulier. Mais à nous d'assurer à tous les Juifs de France, mais plus largement à tous les citoyens de France, la sécurité, le respect, la reconnaissance et la dignité. L'Ukraine, avec ses nouvelles sanctions de l'Union européenne, la liste noire s'allonge. 19 nouvelles personnes y ont été inscrites, dont 2 vice-ministres russes pour leur implication dans la guerre. C'est une réponse inadaptée, répond Moscou. L'Ukraine, où le cessez-le-feu est globalement respecté, Kiev annonce toutefois avoir été victime d'une centaine d'attaques ces dernières 24 heures. C'est le cas notamment autour de la ville de Debaltseve, où se trouvent nos envoyés spéciaux Roméo Langlois, Luke Brown et Maïssa Awad. Globalement, dans l'est de l'Ukraine, la trêve a été respectée. Mais dans la région de Debaltseve, l'artillerie continue de parler. Au mortier, les séparatistes pro-russes pilonnent des positions loyalistes toutes proches. Une provocation pour ces soldats ukrainiens. Un cessez-le-feu a été signé. Et nous avons ordre de respecter cet accord. Pourtant, il faut le reconnaître, aujourd'hui, le front est inhabituellement calme. Dans les villes du coin, des civils apeurés en profitent pour sortir de leurs caves. L'occasion de prendre l'air et d'évaluer les dégâts. C'est l'Ukraine qui a fait ça. Il y a eu une grosse explosion. Le choc a fait voler grand-mère à travers la pièce. Il n'y avait pas de militaires ici. Que des civils. À Svetodarsk, les cœurs penchent plutôt vers la Russie et c'est le gouvernement de Kiev qui est tenu pour responsable des violences. C'est quoi l'Ukraine libre? Regardez ce qu'ils ont fait au Donbass. Ces bâtards ont tué des enfants. Il n'y a pas d'Ukraine libre. J'ai honte de ce pays de fous. Ce ne sont pas des hommes, ils doivent être pendus. Le président Porochenko devrait être pendu. Tant que tous les fascistes ne seront pas pendus, nous ne pardonnerons pas leurs crimes. Pendez tous ces bâtards. La journée avance au rythme des explosions. Pour se protéger, partout dans la ville, les habitants ont emménagé des abris souterrains. Des semaines, des mois, qu'ils vivent en troglodytes. J'ai servi ce pays pendant 41 ans. Et maintenant, je me retrouve chassée de chez moi. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? J'ai travaillé toute ma vie pour finir dans une cave. Les habitants de Svetodarsk sont sceptiques. Malgré la trêve, ce soir, nous dormirons sous terre. Un mot de sport avec les championnats du monde de ski alpin dans le Colorado aux États-Unis. Un Français a brillé, Jean-Baptiste Grange, il décroche l'or. Champion du monde de slalom, un sacre inattendu après des années de galère. On l'écoute. Ça a été 4 ans de galère, les blessures, dur de revenir. Donc voilà, aujourd'hui je l'ai fait, au championnat du monde en plus. C'est mon 2e titre et faut me réveiller parce que c'est pas possible.
Voilà Jean-Baptiste Grange qui décroche donc son deuxième titre après l'or décroché en 2011. Autre style de sport, le carnaval de Rio, il a commencé vendredi soir et il se poursuit ce lundi. Hier soir, la pluie s'est invitée, pas de quoi décourager les danseurs et les milliers de personnes réunies pour l'occasion à Rio. On se quitte sur ces images et je vous retrouve dans un quart d'heure. À tout à l'heure.